Bonjour à tous, bienvenue à l'hôpital Cochin pour cette nouvelle session d'intervention commentée de la SFED. Je suis Maximilien Barret, je suis accompagné de mes collègues Arthur Bell, Juliette Leroux et Inès Abouali pour réaliser des endoscopies. On va commencer par le cas de cette patiente de 29 ans qui a d'une part une dysphagie, d'autre part une carence en vitamine B12 avec des anticorps anticellules pariétales gastriques positifs. Il y a eu 2 échecs de gastroscopie en raison d'une sténose œsophagienne cervicale, fibreuse, qu'il va nous falloir explorer. La patiente est actuellement compensée, on peut dire supplémentée en vitamine B12, mais en revanche elle reste très dysphagique. Et donc les objectifs de cette intervention, c'est d'une part d'évaluer la sténose œsophagienne, d'autre part de la dilater, et ensuite d'explorer l'œsophage et l'estomac endoscopiquement. Je suis avec ma collègue le docteur Juliette Leroux. Bonjour. Et donc, on est dans l'œsophage proximal, au niveau de la bouche œsophagienne. Probablement au niveau de cette sténose que je cherche à retrouver. Elle a été décrite au tiers supérieur de l'œsophage, sous la bouche œsophagienne. Et donc, comme on l'a vu, elle a déjà mis en échec 2 tentatives de gastroscopie. Voilà, et là on arrive, semble-t-il, sur la sténose. On est à 15 cm, donc on est littéralement sous la bouche œsophagienne. Et on voit bien que le passage est impossible avec le gastroscope adulte. Donc Maximilien, comment tu décrirais cette sténose, l'aspect là endoscopique? Alors là, je suis un petit peu en difficulté parce que je vois bien que c'est pas une sténose bourgeonnante. Je l'ai malheureusement commencé un tout petit peu à la faire saigner avec le passage de l'endoscope. C'est une sténose qui est... Déjà, il faut essayer de la mesurer. On voit le gastroscope 9 mm est loin de passer. On peut estimer à 3-4 mm. Elle a l'air fibreuse, elle est érosive. Il y a des espèces de grosses membranes autour. En tout cas, elle évoque une sténose bénigne, serrée, du tiers supérieur de l'œsophage. On devine la lumière œsophagienne au-delà. Et elle a déjà été biopsiée sans aucun signe spécifique, sans aucun signe de malignité. Et donc, on va entreprendre ce qui était prévu, c'est-à-dire une dilatation endoscopique pour d'une part soulager la dysphagie de la patiente et d'autre part accéder à son estomac pour pouvoir l'examiner et le biopsier. Et donc, quelle option de dilatation s'offre à nous? Alors, le dispositif le plus utilisé, c'est bien sûr les ballons de dilatation. Pour le tiers supérieur de l'œsophage, on a parfois des problèmes de stabilité avec ces ballons de dilatation. Et j'avoue que j'utilise assez souvent les bougies de dilatation dans cette indication-là quand c'est au tiers supérieur ou quand on a des sténoses étagées. Donc lorsqu'on n'a pas de bougie de dilatation, une option alternative peut être ces bougies à usage unique, qui sont en fait pas des bougies mais des capuchons, des bougies cap, qui sont comme un capuchon, on va l'ouvrir immédiatement, comme un capuchon conique de diamètre croissant. On est en train d'ouvrir le plus petit fixable sur un gastroscope adulte. Il y a des tailles plus petites mais qui se fixent sur des gastroscopes, sur des nasogastroscopes de 5 mm. Donc on va ouvrir la plus petite taille fixable sur un gastroscope adulte qui est la taille 11-12 mm. Et donc vous voyez le capuchon en question, capuchon à usage unique comme je l'ai dit. Et donc il se fixe sur l'endoscope tout simplement comme ça. On peut le sécuriser à l'aide de ces espèces de scotch pour s'assurer qu'il ne va pas bouger. Un des intérêts de ce système, c'est d'une part de conserver un certain niveau de visibilité qu'on n'a pas lorsqu'on fait une dilatation avec les bougies conventionnelles. D'autre part, sa disponibilité. C'est vrai que la question des bougies conventionnelles, c'est pas toujours facile de s'en procurer. Les bougies réutilisables. Et enfin, elles posent des questions sur leur décontamination, leur lavage qui peut être relativement long et mobiliser la salle de décompta pendant une assez longue période. Donc on va maintenant Et donc, se est-ce que tu réinsérer. utilises une scopie? Non, la scopie ne paraît pas absolument indispensable, puisque justement on a le contrôle visuel. Non, elle n'arrive pas à passer. Merci, ça sera mieux je pense là. Elle dort bien?
Donc là j'ai un problème de passage, mais je suis pas sûr que ce soit la sténose déjà qui me résiste. Je pense que c'est la patiente qui... ouais, s'il te plaît. Euh, problème de passage là. Non, on va... Alors là on rencontre clairement un problème de passage et de visibilité. Est-ce que tu peux prendre les bougies, s'il te plaît, les vraies bougies? On est arrivé devant cette sténose fibreuse, on est à 15 cm des arcades dentaires, donc on est vraiment sous la bouche œsophagienne. Je vais te prendre le fil guide, s'il te plaît. Et la sténose a un aspect un petit peu inflammatoire déjà spontané. Elle a été biopsiée, les biopsies ne montrent aucun signe de spécificité. Et on a déjà tenté un abord de cette sténose en utilisant un système qui s'appelle le bougie cap, qui est un système de dilatation à l'aide d'un capuchon conique positionné à l'extrémité de l'endoscope. Et compte tenu du caractère assez contourné de la bouche œsophagienne et de l'accès à cette sténose, on a dû renoncer et opter pour la méthode conventionnelle. Donc on a branché la scopie. J'utilise un fil guide Savary, qui est le fil guide qu'on utilise le plus communément dans l'œsophage. Et on va essayer de passer au-delà de la sténose. Et donc pourquoi plus un fil guide Savary qu'un Jaguar par exemple? Ça aurait tout à fait été possible d'utiliser le JAG, mais il faut dire que il est relativement rigide, ce Savary, et il est plus court, donc plus facile pour faciliter les manipulations. Donc là je regarde son cheminement sur la scopie, je vois qu'il progresse sans difficulté le long de l'axe de l'œsophage, et ce que j'aimerais bien, ça serait m'assurer qu'il est dans l'estomac en visualisant une boucle à son extrémité. Ok, il s'arrête quelque part, c'est déjà ça. Donc il chemine selon un axe qui me paraît correct. On aurait pu, c'est vrai, opacifier sa sténose, mais là encore, sous la bouche œsophagienne, c'est s'exposer avec à beaucoup de risques d'inhalation, raison pour laquelle j'ai renoncé à cette option-là. Une autre option aurait pu être d'utiliser un nasogastroscope pour franchir la sténose, ou tenter de la franchir, mais là, je pense que vu sa taille, même le naso de 5 mm aurait été pris en défaut. Donc je fais maintenant l'échange du fil guide et de l'endoscope. Et du coup, quel diamètre de bougie tu vas choisir pour commencer? Alors, le set de bougies qu'on a commence à 5 mm, il va jusqu'à 20 mm, donc je vais commencer à la plus petite, par habitude, même si on peut espérer quand même que le 5 mm ne se fasse pas trop de dégâts au niveau de cette sténose. L'intérêt de ces systèmes de dilatation aux bougies, d'une part c'est leur coût, puisque c'est des dispositifs réutilisables, peut-être leur impact écologique, même si ça doit se mesurer, parce que le lavage, l'eau de lavage nécessaire est quand même à prendre en compte, même s'il n'y a pas d'emballage, etc. Et puis leur possibilité de traiter des sténoses du tiers supérieur de l'œsophage, où les ballons risquent d'être un petit peu pris en défaut, parce qu'ils vont avoir des problèmes de stabilité. La possibilité de traîner des sténoses multiples ou complexes par leur longueur, ou par leur caractère étagé dans l'œsophage, donc typiquement les sténoses caustiques ou les sténoses de l'œsophagite éosinophile, ou des œsophagites atypiques, comme par exemple le lichen ou les œsophagites lymphocytaires.
La difficulté, ça va être finalement savoir quand s'arrêter. Alors il y avait une vieille règle qui disait qu'il fallait ne pas dépasser 3 diamètres de dilatation. Lorsqu'on commence à 5 mm, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'on ne va pas arriver très haut en diamètre de dilatation. Ok. Donc finalement avec les bougies, on s'arrête lorsqu'on a 2 passages à frottement dur consécutifs. On peut imaginer que si on a un passage à frottement dur, on va débrider la sténose et les bougies suivantes vont passer avec plus de facilité. Et en revanche, si on a 2 consécutifs, c'est qu'on est vraiment sur une sténose fibreuse où il faut arrêter les frais pour la journée. Après, il y a une question d'ordre de grandeur à avoir en tête. Souvent des sténoses serrées comme ça, on va les dilater une première fois autour de 13-14 mm, une deuxième fois autour de 16 et une troisième fois autour de 18. Et généralement, on s'arrête lorsqu'on a atteint ce seuil de 18 mm pour le tiers supérieur, 20 mm pour le tiers inférieur, et ensuite on voit. Mais tant qu'on n'a pas atteint ces seuils-là, eh bien, moi je répète les endoscopies avec dilatation tous les 15 jours jusqu'à ce qu'on ait atteint ces diamètres qui sont des cibles afin de permettre une meilleure qualité de vie pour les patients. Et donc justement, comment tu t'organises? Est-ce que tu bloques plusieurs séances d'affilée pour être sûr d'avoir les créneaux à 15 jours d'intervalle ou tu fais au jour le jour? Oui, en effet. Non, on bloque les séances. Comme pour les dilatations pneumatiques d'achalasie, on va sécuriser ces créneaux, on l'explique au patient pour qu'il le prévoie. Est-ce que cette patiente avec cette sténose du tiers supérieur, tu vas la mettre sous IPP? C'est une bonne question. C'est vrai que ça mange pas de pain, mais en même temps, dans la physiopathologie de cette sténose, on a du mal à croire que l'acidité puisse vraiment jouer un rôle. Donc je crois que je vais le faire, mais sans trop y croire. C'est très pertinent pour des sténoses peptiques, bien sûr. On va s'arrêter là. On est arrivé à 14 mm, on va en rester là et je vais faire un contrôle endoscopique. Donc là, je me suis arrêté en dépit du fait que je n'avais pas énormément de ressauts, mais on a quand même un différentiel qui est assez significatif. On est passé de 5 à 14 mm et je pense que pour une première séance, c'est sans doute suffisant. Donc pour répondre à ta question, oui, je pense que je vais sans doute la mettre sous IPP. Donc là, on peut se rendre compte de la difficulté d'accès finalement à cette sténose et la raison pour laquelle peut-être le capuchon ne passait pas, le bougie cap, pardon. Donc on se retrouve enfin dans son œsophage sous la sténose. Alors le contrôle endoscopique après dilatation est évidemment recommandé, il est nécessaire, mais il est très difficile parce qu'on a cet aspect finalement complètement dilacéré de l'œsophage, souvent du sang, souvent un caillot, et donc il va être un petit peu délicat d'éliminer formellement une perforation sur l'aspect endoscopique. L'opacification, je l'ai déjà dit, dans ce cas précis, je ne la ferai pas par risque d'inhalation, le patient n'étant pas intubé. Et d'autre part, c'est pas extrêmement... Alors, quand même, l'objectif est sale, donc je vais le nettoyer. Non, on a une gastroscopie à faire. l'estomac. Ouais. Et une gastroscopie complète à faire, on doit explorer l'estomac. Voilà, nous revoilà. Donc voici le site de dilatation qui est assez propre. On le franchit aisément, on voit cet aspect dilacéré qui n'est pas du tout préoccupant. On voit des dilacérations avec vraiment des décollements épithéliaux qui sont en faveur d'une pathologie chronique de l'œsophage. Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'œsophage sous-jacent ? Il n'a pas l'air tellement pathologique, hein. On voit très bien, il n'est pas du tout de calibre réduit, on voit très bien la trame vasculaire, ce qui suggère que la muqueuse est normale. Évidemment, on fera des biopsies muqueuses œsophagiennes étagées. Comment tu vas la réalimenter, la patiente, au réveil ? Là, j'ai vraiment aucune arrière-pensée sur une perforation. Donc je vais lui autoriser une alimentation liquide aujourd'hui, de type BIC, c'est-à-dire molle à partir de demain. Et après, en fait, selon sa tolérance, je lui dirai qu'elle mange ce qu'elle veut, étant entendu qu'avec l'espèce d'ulcération du tiers supérieur de l'œsophage que j'ai créée par la dilacération, on peut s'attendre à ce qu'elle ait un certain degré de douleur. Donc j'ai l'habitude de prescrire des antalgiques effervescents, palier 1 et 2, à ces patients qu'on prend en charge pour des
pour des dilatations ou des interventions sur le tiers supérieur de l'ésophage. Et donc elle va revenir dans une quinzaine de jours, dans 15 jours précisément, pour une deuxième séance de dilatation, pour essayer d'atteindre plutôt 16 mm comme on l'a dit. Donc là je suis arrivé dans la cavité gastrique. Le premier temps qui est évidemment essentiel, c'est d'essayer d'y voir clair. On cherche un aspect en faveur d'une gastrite atrophique. On cherche potentiellement des petites tumeurs neuroendocrines. On cherche potentiellement des lésions néoplasiques superficielles. Donc c'est sûr que ce n'est pas quelque chose qu'on risque d'arriver à voir si on maintient de la salive et des résidus divers et variés. Donc à ce premier temps, même si le patient n'est pas intubé, on rince, tout de suite après on réaspire. On va regarder ça d'un petit peu plus près. On voit effectivement un aspect, on n'a absolument pas de pli fundique. On a un aspect, on dit en fond d'œil, dans la grosse tubérosité, où on voit vraiment cette vascularisation très nettement. Et on ne voit pas du tout l'aspect habituel de la muqueuse gastrique. On a une fragilité de la muqueuse gastrique également. J'essaie de me mettre bien au propre. On ne voit pas de lésions surélevées, mais donc en tout cas on a un aspect qui paraît compatible avec le diagnostic de gastrite chronique atrophique. Évidemment, le fait qu'il y ait une prédominance, que ça survienne chez une femme jeune et qu'il y ait une prédominance dans la partie haute de l'estomac, dans le fundus, est aussi extrêmement évocateur de ce diagnostic. C'est fréquent d'avoir de l'atrophie, voire de la métaplasie dans l'antre chez des personnes un peu plus âgées et généralement en lien avec Helicobacter pylori. Donc lorsqu'on se met dans cette chromoendoscopie qui est donc le BLI, qui est comparable à celle du NBI notamment, on voit ici dans l'antre pas grand chose de très significatif, de très notable, pas de lésions très significatives. Ici on a ces plages blanchâtres qui évoquent l'atrophie. Quand on commence à remonter dans le corps gastrique. Et là, quand on regarde vers le haut, effectivement, les ennuis commencent, si on peut dire, avec un peu plus de zone d'allure atrophique. Donc là, on retrouve effectivement dans la grosse tubérosité des zones qui ont un petit peu saigné au contact de l'endoscope à cause de la fragilité et de l'atrophie de la muqueuse précisément, sur les zones où on a aspiré un peu trop vigoureusement. Et puis cet aspect atrophique de la muqueuse que finalement on devinait largement déjà en lumière blanche du fait de la visibilité, la trop bonne visibilité des vaisseaux, la disparition du plissement dans le fundus et dans la grosse tubérosité. Donc on va maintenant compléter la gastroscopie par l'examen du bulbe duodénal et du deuxième duodénum, et puis faire des biopsies à différents niveaux. Et donc tu préfères examiner attentivement ton estomac avant d'aller dans le duodénum? Oui, c'est vrai. Contrairement à la coloscopie, je suis prêt pour les biopsies. Contrairement à la coloscopie où on se précipite au fond et puis on commence à ouvrir les yeux au retrait et on fait vraiment l'examen, le temps d'examen au retrait. Pour la gastroscopie, du fait de la possibilité, on l'a très bien vu ici, de créer des lésions simplement par le contact de l'endoscope, par le lavage, par l'aspiration, par les manœuvres de l'endoscope, et notamment autour de la jonction œsogastrique, eh bien, ouvre, ferme. Je préfère faire l'examen à la descente, progressivement. Là, on y a été évidemment forcé par la présence de cette sténose œsophagienne qui nous a forcé à nous arrêter en haut de l'ésophage. Mais enfin, ça paraît quand même préférable de regarder étape par étape à la descente. Finalement, le duodénum, c'est pas la zone où on va avoir le plus d'informations à retirer. Ferme.
au cours de notre gastroscopie. C'est souvent pas la zone qu'on interroge le plus. Et donc, il n'y a pas de raison de lui donner la priorité dans notre examen endoscopique. Et donc, combien de biopsies duodénales? Alors, ce qu'il faut faire, c'est en faire, quoi qu'il arrive, 4. Ouvre, s'il te plaît. C'est en faire, quoi qu'il arrive, 4 dans le duodénum. Ferme. En prenant le soin, ça c'est pas terrible, ouvre. Ferme. En prenant le soin d'éviter évidemment les papilles majeures et mineures. Dans le deuxième duodénum. Si on arrive à cibler des zones de potentiel, d'allure potentiellement atrophique, évidemment, même si c'est très difficile à identifier et rare de le voir de façon très nette, eh bien, c'est l'idéal. Et il est recommandé d'en faire également une dans le bulbe duodénal, parce qu'on peut rattraper 10% de diagnostic d'atrophie villositaire de cette façon. Une autre chose, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup de centres où on fait 2 biopsies coup sur coup dans la même pince à biopsie, avec l'idée de gagner un peu de temps. Dans mon expérience, ça fait quand même des fragments biopsiques qui sont plus petits, et le gain de temps n'est pas extrêmement significatif, parce que finalement l'infirmière va passer beaucoup de temps à décrocher les 2 fragments qui se sont un petit peu impactés l'un dans l'autre, dans la pince, pardon, ferme. Et donc on fait plutôt un fragment par coup de pince à biopsie. Donc ça c'était le duodénum. Maintenant on va faire l'antre. Alors en ce qui concerne les biopsies qu'on a faites au cours de cet examen, on a fait des biopsies duodénales, on a fait des biopsies antrales selon le protocole de Sydney, c'est-à-dire 2 biopsies antrales, une biopsie angulaire, et on a fait des biopsies multiples du fundus qui doivent être faites dans des pots séparés parce que l'atrophie fundique a cette valeur particulière qu'elle caractérise bien sûr la gastrite de Birmer auto-immune, et puis qu'elle justifie une surveillance tous les 3 ans endoscopique. Et donc on a réalisé des biopsies multiples plus nombreuses compte tenu de cette suspicion de maladie de Birmer. On en a fait 5. Et puis après j'ai réalisé des biopsies étagées de l'œsophage, du tiers inférieur, du tiers supérieur, et spécifiquement de cette sténose, à la recherche d'une pathologie de l'œsophage sous-jacente, comme par exemple une œsophagite lymphocytaire, qui pourrait expliquer ce tableau clinique. Et combien tu fais du coup de biopsies dans le tiers inférieur, dans le tiers supérieur de l'œsophage? J'ai fait ici le minimum, je dois dire, j'ai fait 2 et 2. C'est vraiment le minimum syndical. On peut faire 3 et 3, voire 4 et 4, selon le nombre d'anomalies qu'on arrive à visualiser déjà macroscopiquement. Et tu les mets dans le même pot? Non, je les sépare pour essayer de séparer justement ce qui ouvre, s'il te plaît, ce qui pourrait avoir en rapport avec le reflux gastro-œsophagien ferme, et ce qui pourrait avoir un rapport avec des phénomènes inflammatoires d'autre nature, comme l'inflammation éosinophile, l'œsophagite lymphocytaire ou les atteintes œsophagiennes de pathologies dermatologiques. Et comment tu réalises une bonne biopsie œsophagienne? Parce que c'est pas toujours évident. Alors c'est une bonne question. Comment est-ce qu'on fait? Il faut en fait accepter de ne pas voir ce qu'on va biopsier. C'est-à-dire que si je descends ma pince à biopsie, il faut que je vérifie où est-ce que je vais la positionner au départ. Donc je me mets ici sur la sténose, ouvre, je vais la plaquer, mais finalement au moment où je vais biopsier, je ne vais plus voir ce que j'ai, puisque je suis obligé pour donner un peu de mou dans la paroi, d'aspirer un petit peu, ce qui va me faire perdre la visibilité ferme. Et c'est seulement et après, avant d'arracher le fragment biopsique, je vérifie ce que j'ai attrapé, et c'est seulement comme ça que je vais pouvoir attraper un échantillon significatif de l'œsophage, surtout quand on a, comme vous le voyez ici, ces décollements épithéliaux qui vont rendre des biopsies extrêmement superficielles si on prend des biopsies de façon tangentielle comme dans le reste du tube digestif. Voilà, on a terminé.